Bonjour à tous. Et bonjour Emma. Bonjour, bonjour. On va attendre un tout petit peu pour laisser un petit peu arriver tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous allez déjeuner devant, devant cet événement, ou peut-être pas, ou peut-être après. Et bien pour ceux qui le font, bon appétit à vous. L'idée de ces événements, c'est vraiment de vous donner aussi la possibilité d'échanger avec Emma, de lui poser des questions, etc. Donc n'hésitez surtout pas sur le chat à réagir, à poser des questions. Je pourrais peut-être pas toutes les prendre au fur et à mesure, mais en tout cas comme ça à la fin on pourra rebondir sur ces questions. Voilà. Je vais vous envoyer un tout petit sondage pour savoir un petit peu quel est vos métiers, d'où vous venez, quel est votre parcours. Est-ce que vous avez de l'expérience en no-code ou est-ce que justement vous n'en avez pas et vous souhaitez en apprendre un peu plus sur ce domaine. Je vous partage ça tout de suite. Alors, en attendant que vous répondez, donc on se retrouve ici dans le cadre des Maestrix. Donc les Maestrix, c'est les webinaires qu'on organise avec Maestro. Maestro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'école du product et de la tech, mais je vous en parlerai plus en détail à la fin du webinaire. Et donc aujourd'hui, on reçoit Emma Pernet qui nous fait l'honneur de venir nous raconter un petit peu son parcours, de venir nous raconter aussi son métier qui est vraiment un nouveau métier. Et du coup, ça va être hyper intéressant de comprendre quel est son quotidien, comment elle s'organise, etc. Et comment aussi elle a découvert tout ça. Merci encore, Emma. Je vais te laisser du coup te présenter et puis ensuite on discutera de tout ça ensemble. Eh ben, bonjour à tous et merci Julie de m'avoir invitée pour ce webinaire. Moi je suis no-code engineer aujourd'hui, ça fait bientôt 2 ans et c'était pas du tout ce que j'avais prévu de faire à la base. Comme vous pouvez le voir sur la slide, moi je sors d'un master en communication, marketing et événementiel en 2020. Malheureusement, on va dire sur une bonne période de confinement pour un master en événementiel très compliqué. Suite à ce master, j'ai pu trouver un service civique en association digitale sur la région parisienne. Et c'est là justement où j'ai découvert le no-code, car cette association digitale, en fait, développait des solutions du coup digitales pour d'autres associations grâce au mécénat de compétences et utilisait principalement le no-code, solution beaucoup moins onéreuse et prenant beaucoup moins de temps et surtout par rapport aux besoins des associations, c'était la solution qui pouvait correspondre le mieux. Et du coup, en découvrant le no-code dans cette association, sachant que j'y faisais de la communication, donc je faisais pas du tout du no-code à l'intérieur, j'ai eu envie de plonger dans le sujet, de tester, de savoir qu'est-ce que ça en était, qu'est-ce que ça donnait. J'ai toujours eu une petite impétence pour la tech, mais jamais de là à me dire je vais faire une formation en tech directement. Et donc du coup, à la suite de ce service civique, j'ai fait un bootcamp en no-code pendant 2 mois qui m'a préparé aux bases de qu'est-ce que le no-code, comment aborder le no-code, que faire avec, comment faire une activité en freelance ou une activité salariée. Et du coup, suite à ce no-code, j'ai trouvé mon premier job en tant que no-code engineer dans une entreprise qui s'appelle Jelly Smack, où j'ai intégré une équipe à part entière no-code à l'intérieur de la boîte. Donc on était relié directement au département IT. On était 8, 9 si je me souviens bien, et on développait des outils internes pour les autres employés de la boîte, donc c'est-à-dire pour les aider à automatiser des tâches manuelles qui n'ont pas spécialement beaucoup de valeur ajoutée pour eux. Et un boulot extrêmement
gratifiant, qui permettait d'avoir beaucoup de connaissances et de travailler beaucoup avec des personnes d'autres départements. Et suite à une année d'expérience dans cette entreprise, j'ai rejoint Conto l'année dernière, en tant que no-code engineer aussi, cette fois sur un aspect complètement différent. Donc autant chez JellySmack, on faisait des outils en interne, des automatisations, des applications internes, autant chez Conto, tout ce que l'on fait en no-code / low-code, car c'est vrai qu'on a un peu une part de low-code à l'intérieur, est à destination des clients Conto. Donc, chez Conto, en no-code, en tout cas dans l'équipe dans laquelle je suis, on construit des intégrations qui connectent l'API Conto à des API externes, par exemple des outils de comptabilité ou de cash flow management ou du cloud service comme Amazon Business, Google Drive ou Dropbox, pour proposer à nos clients des automatisations déjà toutes préparées pour synchroniser leurs factures, leurs fichiers ou leurs transactions. Donc quelque chose de complètement différent de ce que je faisais chez JellySmack, sachant que chez Conto, d'autres départements font aussi du no-code un peu plus similaire de ce que je faisais dans ma précédente expérience, mais en autodidacte. Et on n'a pas de département qui fait les projets pour les collaborateurs, c'est les collaborateurs directement à l'IT, chez les RH, qui se sont formés pour pouvoir utiliser le no-code directement au sein de leur boulot. Donc voilà un peu les grandes lignes de mon expérience en no-code. Trop bien, merci Emma. Est-ce que tu peux juste revenir sur ce qui t'a motivé un peu à devenir no-code engineer? En fait, comment est-ce que tu as connu ce métier? Comment est-ce que tu as connu cette pratique aussi? Et ce qui t'a motivé à faire ça? Alors du coup, j'ai tout découvert le no-code donc pendant mon service civique. Oui. Donc utiliser ces technologies-là pour d'autres associations. Et au sein de l'association, il y a une personne qui était en charge du mécénat de compétences et qui du coup se renseignait sur les écoles, entre guillemets, no-code qui existaient et les formations qui se faisaient, si c'était déjà en entreprise, dans les boîtes de conseil, etc. Donc, d'une part, grâce à elle, j'ai pu rentrer en connaissance avec toutes les formations qui se faisaient à l'instant T en France pour le no-code. Donc, j'ai pu récupérer toutes les connaissances qu'elle a eues pour faire un peu mon petit choix de où est-ce que je voulais aller. Et le no-code, ça a été vraiment... j'en rigole beaucoup quand j'en parle avec ma famille, mais je suis une grosse fan de rugby. Et quand j'ai découvert le no-code, j'ai eu le même niveau de, on va dire, de fan sur le no-code que j'ai sur le rugby. Et en fait, c'était un peu la question, décider de continuer dans la communication ou tout plaquer un an après avoir fait fini un master et repartir dans le no-code. Et en fait, la curiosité que j'ai eue pour le no-code a été beaucoup plus forte que ça. Et je me suis dit, pourquoi pas, let's go, on tente, on voit ce que ça donne. Et en fait, je regrette pas du tout parce qu'il y a tellement d'aspects différents dans le no-code qui touchent à tellement de sujets différents qui sont super intéressants. Donc du coup, les deux aspects, l'envie d'aller plus loin et la liste qui me permettait déjà de me dire, OK, par où est-ce que je commence, ça fait que la décision, elle a été très rapidement prise. Ok. Et c'est toi, qu'est-ce que en fait, comment est-ce qu'on te l'a présenté? Je veux dire, qu'est-ce que c'était pour toi cette pratique au tout début? Qu'est-ce que t'en as compris et comment est-ce que toi tu le présenterais, tu l'expliquerais rapidement à quelqu'un qui connaît rien du tout? Alors moi, au tout début, on me l'a présenté le no-code comme quelque chose. En tout cas, la première fois que je l'ai vu, c'était du coup dans cette association, c'était la base de données Airtable avec des automatisations sur Make. Donc pour moi, le no-code, c'était vraiment faire des automatisations et gérer des bases de données sans avoir à coder. Et c'est en fouillant un peu que je me suis rendu compte qu'en fait, le no-code, ça fait extrêmement longtemps que je travaille avec, parce qu'en fait, un site internet fait avec Wix ou avec WordPress, c'est du no-code, parce qu'à partir du moment où on code pas, c'est du no-code. Donc c'était quelque chose qui est là depuis un petit moment, et pour moi, du coup, ça m'a aidé un peu dans ma définition du no-code, et je suis assez convaincue, du coup, que c'est de la programmation visuelle qui nécessite de ne pas coder, et qui permet de réaliser des sites internet, de gérer des bases de données, de faire des automatisations et en fait en finalité de
réduire des tâches manuelles qui pourraient prendre beaucoup plus de temps à faire en code ou à la main. Et en fait, de faciliter la vie de tout le monde, professionnel et personnel, parce que beaucoup de personnes s'en servent aussi au niveau personnel. Ouais, pour se faire des deuxièmes cerveaux et tout ça, ça marche bien. Exactement, c'est bien pratique, on va dire. Toi, c'est quoi tes outils préférés? Tu disais que quand tu avais découvert, t'étais devenu un peu fan de la pratique et tout. C'est quoi qui t'a happé comme ça? Enfin, c'est quels outils en particulier? Alors moi, au début, ce qui m'avait happé, c'était Webflow. Ok. Donc pas du tout sur la partie base de données, automatisation, mais vraiment sur la partie front-end, du coup, donc réalisation de site internet, etc. J'ai beaucoup aimé, et puis à un moment, je suis arrivée face à un obstacle qui était que je n'ai aucune créativité artistique. Et du coup, si on ne me donnait pas des maquettes pour faire des sites Webflow, ça devenait très compliqué. J'ai trouvé mon deuxième grand amour dans les automatisations. Et mes outils préférés, alors, ont beaucoup évolué sur ces 2 dernières années. Lors de ma première expérience, ça a été au tout début Make, donc outil d'automatisation no-code, qui a vite basculé sur Parabola. Donc Parabola, c'est un outil un peu moins connu, qui est aussi un outil d'automatisation, mais qui permet de gérer des quantités de données vraiment énormes. Et qui permet du coup de modifier cette donnée, de la transformer comme on veut, vraiment comme du make, mais avec des grosses quantités de données. C'était vraiment énorme, hein, c'était vraiment énorme. Donc ça a été cet outil-là que j'ai bien aimé utiliser à la fin. Et dans mon expérience actuelle, ça a un peu switché aussi. J'ai découvert un nouvel outil d'automatisation qui s'appelle Tray.io, donc tray.io. Et maintenant, c'est l'un de mes outils préférés parce qu'il est très challengeant au niveau de la logique, au niveau de ce qu'il est faisable. Il y a des pour, il y a des contre, mais du coup, je considère pour moi un outil préféré quand on peut faire beaucoup de choses, mais quand ça nous demande aussi beaucoup d'intellectuel pour réussir à résoudre notre problématique. Donc à l'heure actuelle, c'est celui-ci. Je sais pas, peut-être que d'ici la fin de l'année, ça changera, mais à l'heure actuelle, c'est celui-ci. Et est-ce que c'est ce que tu utilises dans ton quotidien pro chez Conto? Chez Conto, ouais, on n'utilise que Tray, du coup, donc le dernier que j'ai mentionné. Vu qu'on a une spécificité où, enfin, c'est pas une spécificité, mais on fait des intégrations pour nos clients externes, donc on a certaines contraintes qui sont nécessaires. Et du coup, c'est l'outil aujourd'hui qui répond à ces contraintes-là. Donc moi, en no-code chez Conto, je n'utilise que ça, que Tray. Ok. C'est le seul outil qu'on utilise en no-code chez nous. Après, nous, au sein de mon équipe, on se sert d'autres outils pour faciliter notre gestion de nos projets et notre réalisation. Et en parallèle de ça, on est aussi responsable et entre guillemets propriétaire de la custom app Conto de Make. Donc, quand on a des demandes dessus, on se doit de la maintenir par rapport à notre API aussi. Mais 90% des outils que j'utilise, ça reste Tray. Ok. Et est-ce que vous l'avez choisi ensemble ou est-ce que c'était imposé dès le départ? Non, c'était un outil qui avait été trouvé avant que moi je rejoigne l'équipe. Donc, c'est un outil qu'on a commencé à utiliser en fin 2021, il me semble. Et du coup, moi, je suis arrivée l'année dernière, donc c'était déjà le cas. Ok. Et comment ça se passe au niveau des outils? Comment est-ce que toi tu restes informé sur les nouveaux outils qui sortent? J'imagine qu'il doit y en avoir hyper souvent et qu'en plus, comme c'est un domaine qui est vraiment en expansion, j'imagine qu'il doit y avoir des outils qui sont un peu moins performants au départ, puis qui d'un coup deviennent plus performants que d'autres, etc. Comment tu te tiens au courant de ça? Et comment tu fais pour les choisir? Est-ce que aussi chez Conto, vous avez la possibilité de choisir un peu les outils que vous utilisez? Parce que là, tu disais que c'était Tray, mais si demain Tray est moins performant, comment ça se passe dans l'équipe? Alors, moi, personnellement, pour me rester informée, je fais beaucoup de veille sur LinkedIn. Sur LinkedIn, je suis beaucoup de personnes de l'univers no-code francophone et non francophone. Donc, mine de rien, ceux qui sont un peu top of the game, ils parlent beaucoup d'outils, ils testent beaucoup de choses. Donc, c'est super intéressant de découvrir ça. Alors après, c'est apprendre avec des pincettes parce que comme tu mentionnais,
il y a des nouveaux outils qui se lancent, mais est-ce qu'ils vont être aussi performants? Est-ce qu'ils vont être aussi bien? Est-ce qu'ils vont répondre à mon besoin? Ça reste assez compliqué de partir d'un outil qu'on utilise déjà bien pour en bouger sur un autre. Mais en termes de veille, moi, je fais beaucoup du LinkedIn, je fais beaucoup du Slack No Code France, parce que mine de rien, ça parle aussi beaucoup de ça, c'est super intéressant dedans. Et puis après, c'est du bouche à oreille, des collègues qui entendent parler de ça, ou des connaissances qui me parlent d'un nouvel outil. Maintenant, au sein de Conto, nous, en effet, c'est l'outil qu'on utilise à l'instant T. Je suppose qu'on n'est pas fermé à une idée de bouger si un jour c'est nécessaire. Si l'outil qu'on utilise ne répond plus à nos besoins, bah, bien évidemment, pour pouvoir proposer des intégrations de qualité à nos clients, il va falloir qu'on pense à autre chose. Mais après, ça amène tout son autre, toutes ces autres problématiques de quand tu utilises déjà un outil et même si tu en trouves un meilleur, ben, ok, comment est-ce que je vais migrer tout de mon outil actuel à mon nouvel outil? Est-ce que je vais perdre de la donnée? Et là, c'est surtout, bah, je vois du coup dans le chat Ambroise qui expliquait ce qu'est Conto. Du coup, oui, en effet, c'est une institution de paiement. On peut pas trop se permettre de se dire, ok, on va perdre de la donnée de nos utilisateurs si on décide de changer d'outil, quoi. Ouais. Donc c'est un peu plus complexe, mais ouais, Oui, c'est alerte. Oui, tu fais bien de rebondir. Je vois vos questions dans le chat, juste, je les prendrai pour la fin. Mais merci beaucoup d'être actif et de poser des questions. Est-ce que tu peux nous partager un cas concret dans lequel tu utilises, parce que j'imagine que chez Conto, il y a aussi des développeurs en fait qui sont là. Comment est-ce que vous savez qui doit faire quoi? Comment est-ce que vous répartissez le travail entre les développeurs et les projets qui vont finalement se faire en no-code? Ouais, alors chez Conto, c'est un peu spécial. Moi, mon équipe, on s'appelle Connect. Donc en fait, dans Connect, on est, alors peut-être qu'il y a des connaisseurs de l'application Conto ou pas, mais on est responsable sur Conto. On a une partie qui permet du coup donc à nos clients d'avoir une marketplace en fait d'intégration et de partenaires qui sont connectés du coup avec l'API Conto. Et donc nous, chez Connect, on est en charge de développer cette partie intégration. On a notre équipe no-code et une équipe de développeurs back-end. Et en fait, quand un nouveau projet arrive de la part de nos product managers, où on a une première partie qui est qui va prendre le projet en main, est-ce que c'est réalisable en no-code? Et si c'est pas réalisable, du coup, ça va partir chez les développeurs. Et des fois, il y a l'entre-deux. On vient de finir un projet, par exemple, où on a dû faire la plus grosse partie en no-code. Cependant, les développeurs ont dû nous accompagner dessus parce qu'on avait besoin d'eux. Par rapport à la charge de travail qu'il y a à l'heure actuelle, si ça peut être fait en no-code, on le fait en no-code. Ok. Mais on a déjà eu un projet en début d'année. L'intention était de le faire en no-code et quand en fait on a détaillé le besoin, on a regardé les conditions techniques et surtout les contraintes techniques, en fait on s'est dit le no-code c'est pas possible. Du coup c'est les développeurs qui vont le faire directement. Ouais. Comment est-ce que vous définissez justement est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, est-ce que ça va être trop compliqué? Enfin, je veux dire, est-ce que vous travaillez beaucoup avec les équipes de dev aussi pour ça? Ouais, en fait, on a une façon de travailler chez Conto qui fait que lorsque les product managers nous transmettent le projet, on a une grosse phase en fait d'analyse où on construit rien du tout en fait. C'est juste on discute, on lit de la documentation API, en fait on recherche toutes les contraintes techniques qui nous permettraient de dire oui on le fait en no code, non on le fait pas en no code. Et là, par exemple, c'était une contrainte sur une API qui faisait que nos codes arrivaient à enfin, on pouvait pas aller plus loin avec ce qui était faisable en no code, ou alors ça prendrait trop de temps parce que du coup, on aurait dû demander à Tray de développer un service custom, donc juste pour nous. Et en fait, le temps de le faire, les développeurs auraient déjà fini tout ce qu'il fallait faire, quoi. Ouais, je comprends. Ok. Et de ton expérience, quels sont les projets qui fonctionnent le mieux avec le no-code? De mon expérience, alors je dirais peut-être pas le mieux, mais qu'est-ce qui peut être, je dirais pas non plus facile, parce que facile c'est très c'est très vague. Mais ce qui peut bien fonctionner avec le no-code, c'est tout ce qui va être gestion de base de données, automatisation, je pense par exemple récupération de fichiers ou d'informations et tout ça poussé dans une base de données. Vraiment, pour moi, en termes d'automatisation en no-code, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ce qui va être
du coup pas le plus facile, mais ce qui peut être le plus accessible, on va dire, en termes de réalisation. Et ensuite, si on prend le no-code, compté complètement opposé aux bases de données, aux automatisations, donc tout ce qui est côté site internet, mine de rien, des projets de réalisation d'une landing page ou d'un site internet assez simple avec plusieurs fenêtres, ça reste aussi réalisable en no-code. J'ai mentionné Webflow, mais il n'y a pas que Webflow qui permet de faire ça, bien évidemment. Ça reste aussi des outils un peu plus, enfin des projets plus simples. Ce qui peut être un peu plus complexe après, c'est quand on a besoin de faire des. Alors, je l'ai jamais fait pour des. J'ai pas fait du tout de mission en freelance, donc je sais pas le degré derrière, et moi je l'ai très peu fait dans mes expériences, mais de la connexion, enfin des applications internes qui font une façade, donc je pense à Glide ou Softair par exemple, avec une base de données sur Airtable et plus des automatisations sur Make. En fait, plus on va multiplier les outils à utiliser, plus ça va pas être difficile, mais il va falloir vraiment faire attention à comment est-ce que ça va être goupillé derrière, quoi. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, juste pour rebondir, avec ton expérience d'avant, en fait, j'ai l'impression que de façon générale, le no-code, c'est beaucoup utilisé dans l'associatif. Ouais, Justement parce que c'est des outils qui, enfin, c'est facile de pouvoir avoir rapidement un site internet euh, grâce au no-code, à Softair notamment, etc. ouais, c'est ça. Les associations s'en servent beaucoup parce que d'une part, au niveau financier, c'est beaucoup moins cher que de prendre un développeur pour faire ce qui est nécessaire. Et d'autre part, c'est assez facile, entre guillemets, de faire des premières choses en no-code sans forcément avoir besoin d'embaucher un professionnel. C'est à prendre avec des pincettes parce que pour faire quelque chose de bien en no-code, que ce soit du front ou du coup de la base de données ou des automatisations, faut quand même se former. Enfin, faut quand même faire quelque chose qui puisse durer assez longtemps, qui puisse supporter tout ce qui est nécessaire. Mais c'est vrai que pour les associations, souvent leurs besoins, en tout cas moi ce que je voyais dans l'association où je travaillais, les besoins étaient assez simples. C'était faire une base de données, par exemple, de bénéficiaires de dons ou des choses comme ça. Donc c'était pas quelque chose qui nécessitait beaucoup de profondeur technique sur le sujet. Mais c'est vrai que oui, ça plaît beaucoup aux associations parce que pas cher, réalisé en moins de temps qu'un développeur et on va dire le début peut être fait, si on se forme en autodidacte, on prend un peu le temps, ça peut être fait assez rapidement. Ouais, oui, oui, je vois. Est-ce que tu peux nous dire avec qui tu collabores au quotidien? Tu nous parlais de ta Team Connect. Est-ce que tu peux nous dire un peu les métiers que tu trouves dans cette équipe? Alors moi au quotidien, bah, du coup je travaille avec mes collègues qui sont aussi no-code engineers. Enfin chez Conto Vous on est êtes, de quoi pardon? vous êtes combien de no-code engineers chez Nous on est 3 à l'heure actuelle. Ok, On est 3, donc on travaille au quotidien ensemble. On travaille quelque peu avec du coup donc des ingénieurs back-end, donc qui sont aussi chez Connect. C'est très rare qu'on travaille avec eux, mais on a certains projets où on a besoin de travailler avec eux. Les personnes avec qui on va plus souvent travailler, ça va être les project managers, du coup les chefs de projet qui vont nous donner les projets, qui vont un peu nous guider sur toute la longueur du projet quand on a des questions, quand on a besoin de discuter avec je pense à des fournisseurs ou du coup d'autres outils. Et du coup, l'aspect un peu particulier, du coup, le fait de Conto de créer des intégrations pour l'externe, enfin pour nos clients, c'est qu'on travaille énormément avec le service client. Les utilisateurs contactent le service client parce qu'il y a un souci avec leur intégration. Ils n'arrivent pas à résoudre le problème. Du coup, ils nous contactent nous. Nous, c'est à nous de chercher pourquoi ça fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, je pense que la plupart du temps, je parle beaucoup avec le service client. ok, trop intéressant. J'aurais pas du tout imaginé ça comme ça. Moi non plus, mais c'est super intéressant aussi euh, de leur faire découvrir ça. Et mine de rien, ça reste très enrichissant de discuter avec eux. Et après, on a beaucoup aussi de discussions avec les chefs de projet. Ça reste mine de rien une grosse partie des personnes avec qui on échange tout le temps, quoi. Ok, ok. Et est-ce que tu peux nous dire un peu comment elle s'organise ta journée?
Ou tes semaines, si. Ouais. Ou mes semaines, oui, c'est un peu. La journée, c'est un peu difficile à décrire. Bah, la journée, généralement, bah, on attaque tous les matins avec une réunion un peu d'équipe, ce qu'on appelle un daily, donc c'est un peu Ok. Startup Nation, le nom, etc. Mais mine de rien, c'est quand même très utile pour nous. C'est un quart d'heure où en fait on fait le point des projets qu'on a en cours, des bugs du coup avec le service client qui sont ouverts, est-ce qu'on a besoin d'aide, est-ce qu'on n'a pas besoin d'aide. Et ensuite, mine de rien, on a beaucoup d'autonomie dans notre journée. Donc généralement, nos missions s'orientent sur les projets qu'on a en cours, donc ce que nous on va appeler les features. Donc ça va être, on est en train de développer une intégration, c'est notre priorité en fait de développer cette intégration là. Et quand on est en attente sur cette intégration, ou donc généralement quand on bosse sur une intégration, c'est toute une partie de documentation au début, de recherche technique, est-ce que c'est faisable, comment est-ce que je vais le faire. L'objectif étant de penser à toutes les logiques pour que quand on commence à construire sur l'outil, tout soit déjà pensé, en fait. Il y a toujours un peu un pourcentage de variables où on va devoir faire du retravailler, mais en fait, tout est déjà pensé et on a juste à suivre un peu les étapes que nous, on s'est écrit avant et juste à faire, à tout réaliser. Donc ça, c'est une majorité de mon boulot. Ok. Et ça, tu le fais en équipe avec les autres no-code engineers ou est-ce que vous avez des projets où vous travaillez seul? Ouais, ça dépend. Là, le projet qu'on est en train de terminer, il est très très gros. Du coup, on a travaillé à deux dessus, mais si le projet est moins gros, on travaille tout seul sur le sujet. On a vraiment beaucoup d'autonomie dans l'équipe, donc ça dépend la taille du projet. Ok. Et ensuite, on a une partie du boulot, du coup, dans la journée slash semaine, on va dire, parce que les journées ne se ressemblent pas, mais qui va être du coup de la gestion des bugs clients. Le service support vient nous voir. Il y a des bugs, c'est très rapide à résoudre, et puis il y en a, ça demande quand même beaucoup plus de réflexion, d'échange. Des fois, on en arrive même où on doit faire un call avec le client, en fait, parce que ça devient trop compliqué à comprendre, où il a besoin de plus d'informations, on a besoin de plus d'informations. Donc ça aussi, c'est une bonne partie du boulot. Et puis ensuite, on a une partie plus comment est-ce qu'on peut améliorer notre façon de travailler dans l'équipe pour nous à l'instant T, pour les personnes qui vont nous rejoindre plus tard, et pour faire en sorte qu'on avance mieux dans le boulot qu'on fait, qu'on fasse des intégrations de qualité, qu'on élimine un peu tout ce qui va être de la perte de temps, mais en fait des erreurs qu'on a fait dans le passé, comment est-ce qu'on les prend et qu'on travaille dessus pour ne plus avoir à les faire dans le futur. Donc on est vraiment sur du 3-3-3. Ok. Suivant les semaines, je travaille plus sur une intégration, ou quand il n'y a pas d'intégration, on travaille plus sur de l'amélioration continue, etc. Et l'amélioration, elle passe aussi beaucoup par la documentation. Ouais, alors on fait énormément de documentation. Nous, chez Conto, on fait pas de documentation à la fin. Je sais que dans mon ancienne entreprise, on faisait de la documentation à la fin, on finissait le projet, on faisait une vidéo, plus un document et on expliquait. La façon dont on travaille chez Conto, c'est que du coup, sur cette première partie que j'ai mentionnée plusieurs fois, où on regarde les contraintes techniques, etc., on va rédiger un document, en fait, où là, qui va nous donner du coup les étapes de comment est-ce que je vais faire ma construction, quelles sont les logiques. Et en fait, c'est ce document qui sert de documentation parce qu'en finalité, ce qu'on a réalisé a suivi ce qui est écrit dans ce document-là. Donc des fois, à la fin d'un projet, ça nous arrive de rajouter des éléments dans ce document parce que il s'est passé X, Y, Z, on a fait quelques petites modifications importantes, mais on fait énormément de documentation. On a une grosse partie d'enquête technique qui résulte dans un document, généralement Notion, qui peut être très très long. Je pense au projet qu'on fait à l'heure actuelle qui est un peu complexe, le document est très très long. Mais il y a tout à l'intérieur. Si quelqu'un a une question sur le sujet, en fait, il peut aller lire et il retrouvera l'information qu'il a besoin dedans. Ok, trop cool, merci. C'est super intéressant. Et en fait, moi, je connais pas du tout aussi ce domaine et c'est vrai que je me projette beaucoup plus dans ce à quoi ressemble un peu ton quotidien et c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous dire ce qui te semble être les compétences vraiment essentielles pour faire ce métier? Alors, pour faire ce métier, je pense qu'il y a une grosse partie qui est sur le fait de bien aimer résoudre des problèmes et d'avoir la patience de résoudre des problèmes. Par ça, je pense
je parle d'expérience, hein, sur mon expérience passée, des scénarios make qui ne fonctionnent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne fonctionnent pas? À se creuser la tête, en fait, à trouver le pourquoi du comment, qui peut des fois prendre du temps, qui peut être des fois, une fois qu'on l'a trouvé, flagrant. Je pense à des erreurs débiles que même des ingénieurs ils peuvent avoir, hein, mais des espaces qui ne devraient pas être là, ou des guillemets qui manquent, ou des choses comme ça. Je pense que le fait d'apprécier la résolution de problèmes, l'esprit d'analyse, beaucoup d'esprit d'analyse aussi, parce qu'il faut quand même parfois, on a une idée, on pense qu'on sait comment on va le faire, ça fonctionne pas, il faut avoir la capacité de prendre le recul et de se dire, ok, ça n'a pas fonctionné, je repars de zéro, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment est-ce que je vais le faire? Donc un gros esprit d'analyse. Et mine de rien, une appétence pour les challenges et l'envie d'apprendre. Tu mentionnais, il y a énormément d'outils qui sortent tout le temps. C'est tout le temps, enfin, c'est en continuelle mouvance, il y a toujours des nouvelles fonctionnalités qui sortent, d'autres qui disparaissent. Et en fait, il faut avoir cette capacité de se dire, ok, je m'adapte, j'avance, c'est pas ça qui va me dérouter dans mon projet. Et comment est-ce que je fais pour que, je pense, autant en termes salarial que freelance, mais pour que mon client, mon utilisateur final, pour lui, en fait, il se rende compte qu'il n'y a rien qui se soit passé, mais que de mon côté, moi, j'ai fait tout le nécessaire pour améliorer. Donc, ouais, je dirais ça. Résolution de problèmes, adaptabilité, le goût du challenge et l'esprit d'analyse. Parce qu'après, en fait, moi, je suis un peu dans ce mindset-là de le technique, tu pourras toujours l'apprendre. Tu pourras toujours apprendre à utiliser une API ou un outil d'automatisation. Mais en fait, mine de rien, en essence, un outil d'automatisation, c'est la même chose. Tous les outils d'automatisation font la même chose, c'est automatiser quelque chose. Donc, si on apprend un peu comment est-ce que ça fonctionne derrière, c'est beaucoup plus facile pour se former techniquement par la suite si on a déjà le bon état d'esprit. Ouais, ok. Quel serait pour toi, en fait, qu'est-ce que toi tu te dirais à toi d'il y a, c'était quand que tu as commencé? Il y a 5 ans? 2 ans. À toi d'il y a 2 ans, quel conseil tu te donnerais? Ah, quel conseil il me donnerait? Je sais pas. Parce que, mine de rien, je pense que je me suis assez bien écoutée à l'époque. Et Ok. mon conseil, c'est peut-être que j'aurais pu attaquer la formation plus tôt. Ok. Parce que j'ai mis beaucoup de temps à me décider. Mais, mais non, un conseil, c'est. En fait, je sais pas. Parce que la façon dont j'ai fait mon parcours, c'est parfait. Et peut-être juste le conseil de façon générale que je me donnerais de continuer à faire, c'est continue de tout voir. Moi, j'ai commencé par le front-end, j'ai appris des choses en front-end, j'ai décidé de partir sur l'automatisation, mais en fait, ce que j'ai appris en front-end, ça me sert aussi dans les automatisations. Donc, c'est juste de suivre ton instinct et d'y aller. Et le plus tu connais, le mieux c'est. Et ensuite, enfin, de rester assez général et ensuite, de toute façon, tu verras où est-ce que tu veux aller. Ok. Ok. Et si je devais donner des conseils à des personnes qui voudraient se lancer dans le no-code? Des conseils, et ben, moi, je dirais let's go. Mais non, non, je pense que pour les personnes qui veulent se lancer dans nos codes, c'est une bonne idée parce que je pense que c'est quelque chose qui gagne de plus en plus d'importance dans les entreprises, d'une part, et même au niveau freelance. Enfin, on voit, il y a énormément de freelance, mais même il y a beaucoup plus d'entreprises qui ont ce besoin-là. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une offre, par exemple, il me semble, c'était chez L'Oréal, je crois, qui cherchait un product builder en automatisation, etc. Donc, c'est assez cool. Donc, moi, je dirais, faut se lancer. S'il y a encore un peu des doutes, il y a énormément de ressources en ligne qui permettent de donner une première approche. Mais un conseil, mine de rien, et moi, ça m'a beaucoup aidé, c'est de faire une formation. Parce que le cadre d'une formation, ça apporte énormément de choses qui ne seront peut-être pas gagnées ou compris de la même façon en le faisant en autodidacte. Et moi, ce qui m'a permis d'enchaîner mes deux boulots, chez Jelly Smack et chez Conto, c'est quand même d'avoir fait ma formation. Parce que mine de rien, au niveau salarial, ça a quand même du poids de quelqu'un qui a fait une formation, qui a eu un cadre, qui a quelque chose de suivi, même si c'est pas une formation, on va dire, basique, un master, une licence ou quoi que ce soit, ça a son poids quand même.
Et mine de rien, j'ai appris énormément de choses et surtout le fait de travailler avec d'autres gens. On se challengeait un peu nous-mêmes aussi. Donc, mes conseils, c'est de se confirmer en autodidacte, enfin de confirmer avec les ressources gratuites est-ce que ça me plaît vraiment, et si ça plaît vraiment, de prendre une formation et d'y aller à fond, parce que derrière, ça peut être très gratifiant tout ce qui va arriver par la suite. Ouais. Je pense que les avantages aussi de la formation, c'est d'avoir des personnes qui sont dédiées à répondre à tes questions, tu vois. Quand tu disais qu'il faut être hyper patient pour faire du no-code, je suis vraiment entièrement d'accord, parce que j'ai vraiment l'impression que les personnes qui travaillent dans ce domaine, elles ont toutes ça en commun, et je peux comprendre pourquoi. Mais du coup, peut-être qu'au début, ça peut être assez démotivant de se lancer sur des outils et de pas avoir de personnes à qui poser de questions. Enfin, même si il y a des communautés qui sont hyper bien pour ça, notamment No Code France, c'est vraiment top pour trouver justement des gens qui vont nous débloquer, etc. Mais je pense que le gros avantage, c'est vraiment celui-là, c'est d'avancer un peu plus rapidement, parce que tu as des personnes qui sont vraiment dédiées à te débloquer, à t'aider. Ouais, exactement. Et puis surtout sur cette partie que je mentionnais plus tôt, en fait, le fait d'avoir une formation, ça permet aussi d'apprendre l'état d'esprit dans lequel il faut aborder des projets qui arrivent en no-code. Et surtout, surtout la question un peu que tout le monde se pose tout le temps, est-ce que ce projet est réalisable en no-code? Et je pense que sans avoir ce cadre pour apprendre ça, c'est assez compliqué de peser les pour et les contre, alors qu'une formation, bah, ça t'emmène en fait, parce que le no-code, c'est pas juste utiliser un outil et faire quelque chose. Il y a aussi beaucoup d'avant, beaucoup d'après. Et mine de rien, c'est quand même bien d'avoir des personnes, comme tu disais, qui sont dédiées à ça, qui sont expertes dans ça et qui t'expliquent, OK, moi, je fais ça comme ça. Tu le prends, mais après, tu le remets à ta sauce. Mais je te donne les bases et derrière, tu peux faire que t'améliorer, quoi. Clairement. Super. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, ou est-ce qu'on peut passer aux questions? Oh non, on peut passer aux questions. Juste avant les questions, je vais juste revenir sur nos formations. Du coup, chez Maestro, on propose des formations de product manager, mais aussi des formations no-code. La formation no-code, elle est en 14 semaines. C'est 2 soirs par semaine de pratique. En fait, chez Maestro, on a vraiment une pédagogie du 80-20. Ça veut dire 80% de pratique et 20% de théorique. Et l'idée aussi, c'est qu'on ait beaucoup d'intervenants différents qui ont des visions et qui ont des parcours différents, pour qu'ils puissent vraiment vous partager aussi la philosophie du sujet. Comme le disait Emma, c'est comment est-ce qu'on va aborder des projets, etc. Quel est un peu le mindset qu'il faut avoir. Et en fait, il n'y a pas forcément une seule bonne façon de faire. Et c'est ce à quoi on s'attache aussi chez Maestro, à montrer à nos apprenants. Vous avez les dates des formations qui s'affichent. Je vais vous partager aussi un petit sondage pour savoir si vous envisagez de vous former. Je vais vous partager une autre petite question. Hop. La personne que vous voyez sur la slide, c'est Camille, elle est admission manager. Donc, en gros, si vous vous posez des questions sur le no-code, de savoir si c'est une formation que vous avez envie de faire, notamment si, comme le disait Emma, mais nous, les apprenants qu'on a en formation, c'est beaucoup des personnes qui veulent créer des automatisations, notamment pour leur propre activité.
Ou alors des personnes qui veulent se reconvertir, qui veulent tenter de devenir donc soit product builder, soit no code engineer comme Emma. Et dans ces cas-là, voilà, Camille, elle est là vraiment pour vous accompagner sur vos projets de carrière. Et pour vous donner des conseils aussi, pour voir si la formation elle est vraiment adaptée à vos besoins, à vos envies. Donc, il faut pas du tout hésiter à la contacter. Je vais vous mettre son calendrier dans le chat. Aussi, vous dire que on a chez Maestro, on fait très très souvent des formats webinars comme ça sur les sujets de no-code et de product management. Et vous pouvez nous retrouver donc sur LinkedIn, sur Meetup pour être informé. Et puis vous pouvez aussi vous rendre sur le site de John Maestro. Hop, je vous laisse mon adresse mail ici, comme ça si vous avez aussi des questions, vous pouvez me contacter. Et on va passer à vos questions. Alors, il y a Mathieu qui demandait quelle est la différence entre no code engineer et product builder. Alors, pour moi, moi j'ai fait une formation product builder, mais maintenant je suis no code engineer. On va dire que c'est assez la différence, ça dépend des personnes, ça dépend des écoles, on va dire. Dans le product builder, c'est vraiment en fait, je saurais pas. Pour moi, c'est exactement la même chose, c'est juste que le métier a pas spécialement de nom en lui-même pour l'instant. L'essence même, c'est que on fait du no-code, on développe du no-code. Ce que je trouve que product builder a un peu plus dans la connotation, c'est qu'il y a cette partie produit. Et mine de rien, dans le no-code, dans no-code engineer, quand on le voit, on pense tout de suite à un ingénieur no-code, mais en fait, on n'a pas cette vision produit dans le mot directement. Alors que mine de rien, que ce soit en freelance ou en salariat, il y a beaucoup de la vision produit aussi à l'intérieur. Donc, je pense que c'est ça qui fait la différence entre les deux. Moi, j'ai fait une formation product builder, je suis no code engineer, mais en fait, en essence, je fais dans mon métier ce que j'ai appris dans ma formation. Je fais du produit, même si ça se retransmet pas au niveau de mon poste, du nom de mon poste. Après, ça dépend aussi grandement des entreprises. Chez Conto, les no code engineers, avant, ils étaient dans le département produit. Donc, ça parle, mais ils s'appelaient no code engineer, donc ça parle par soi-même. Maintenant, on est chez la tech. Donc, le engineer est prend un peu plus son sens, mais ça dépend vraiment, je pense, des écoles. En essence, le métier est le même derrière, quoi. Ok. Et on a Irina qui demande si le bootcamp, ça a été suffisant pour démarrer sans trop de difficultés en entreprise ou est-ce qu'il y a eu un gros gap? Non, ça a été suffisant. Alors, je suis peut-être biaisée parce que quand je suis arrivée dans l'entreprise, je suis arrivée en même temps, vous devez peut-être connaître, Lilian Sevoumian, qui est beaucoup sur LinkedIn, qui est très doué en make, etc. Donc, on est arrivé en même temps. Donc, ça a été un peu aussi mon mentor en sortant du bootcamp. Donc, il m'a appris énormément de choses. Mais il m'a appris des choses techniques. J'ai trouvé en sortant du bootcamp que j'avais quand même pas beaucoup j'avais tous les outils qu'il fallait pour faire mon métier. En fait, il fallait juste trouver l'occasion de les mettre en application. C'est tout ce qui manque et c'est un peu ce qui manque dans nos codes, c'est que surtout quand tu es en formation, il faut les projets pour mettre, parce que on aura beau apprendre tout le théorique, tant qu'on met pas en pratique, c'est ça qui est un peu plus compliqué. Mais du coup, après avoir commencé à réaliser les propres projets dans ma boîte, tout ce que j'avais appris dans la formation était largement suffisant pour faire ce qu'il fallait que je fasse. Ok, alors, comment tu as eu cette opportunité chez Conto? C'est intéressant. Cette opportunité, je l'ai trouvée sur Welcome to the Jungle, complètement par hasard. Par hasard. Il y avait plusieurs. On m'en avait déjà parlé et en fait, il l'avait mise sur Welcome to the Jungle et je me suis dit pourquoi pas, faisons un test. Et généralement, beaucoup d'offres no code, mais j'ai vu qu'elle était tombée aussi en même temps sur No Code France. Ma première expérience, l'offre, je l'ai vue sur le Slack No Code France. Okay. Mais c'est principalement les deux endroits où je vois les offres. Je sais que j'ai un ancien collègue qui travaille dans une agence no-code maintenant,
qu'il a trouvé aussi sur Welcome to the Jungle. C'est un peu le... Vu que il y a moins de grosses entreprises qui font du no-code que de petites, et généralement tout ce qui va être start-up ou petite entreprise va beaucoup sur Welcome to the Jungle, même si j'en ai vu passer quand même pas mal sur LinkedIn. Je vous disais tout à l'heure celle de L'Oréal, je l'ai vue sur LinkedIn par exemple. Ok. Alors, quel outil tu utilises pour rédiger tes specs fonctionnels techniques avant de passer en mode réalisation? Alors nous, c'est un peu différent de ce que les project managers font pour les ingénieurs, parce que là, du coup, tout se fait sur GitLab. Et nous, on est un peu plus spécifique. On est encore en train de se chercher. Enfin, on est encore en train. On évolue continuellement dans la façon dont on travaille. Nous, on fait tout sur Notion. Parce que GitLab, pour nous, ça n'a aucune nécessité vu qu'on n'est pas vraiment, enfin, on fait pas du développement. Donc nous, on fait tout sur Notion. Tous nos documents sont sur Notion. Les project managers font les specs directement sur, donc les spécifications fonctionnelles directement sur Notion. Et c'est un peu notre source de données et notre source de vérité pour tout, en gestion de projet et en documentation. Mais là, je parle bien de la partie no-code parce que les développeurs, ils font sur GitLab. Ok. Il y a une personne qui demande, je comprends pas la question, mais je pense que tu la comprendras. Est-ce qu'il y a des débouchés no-code en agence no-code? Dans le sens travailler en agence no-code, je pense. Alors oui, comme je vous disais, j'ai un ancien collègue, il a été recruté dans une agence no-code. Il y a quand même beaucoup d'agences no-code qui existent. Certaines qui cherchent sur des outils spécialisés, je pense à Bubble ou autre, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus génériques. Moi, mon collègue, il l'a trouvé dans une agence qui est plutôt générique, où ils prennent du coup des projets clients et ils se les répartissent et ils utilisent les outils qu'ils considèrent les plus adaptés pour les projets qui viennent. Je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai pas regardé les offres sur des offres d'emploi, mais j'en avais vu à l'époque où je cherchais, j'en avais vu passer quelques-unes en agence no-code en effet. Je pense que c'est ça la question. Ouais, en fait, il y a une question qui me semble assez liée. Il y a quelqu'un qui dit quel est ton ressenti sur comment va évoluer le no-code et le salariat dans les prochaines années? Est-ce que ça vaut le coup de s'y mettre ou plus penser au freelancing dans ce domaine? Alors moi, je pense que le salariat, ça va se développer. Du coup, via mon ancienne expérience, j'ai quand même pas mal d'anciens collègues qui sont maintenant salariés. Alors, pour vous donner un grand exemple, moi, je travaille chez Conto, donc une institution de paiement. J'ai un collègue qui travaillait dans une entreprise d'énergie renouvelable en no-code, qui maintenant travaille dans une agence no-code. Et un peu plus inattendu, j'ai une ancienne collègue qui travaille au ministère des Affaires étrangères en tant que chargée de service no-code et qui nous avait transmis une offre du ministère de l'Éducation qui cherchait en no-code aussi. J'ai d'autres collègues qui travaillent du coup en ESN, qui font du no-code en ESN aussi pour des clients en no-code. Donc je pense que c'est un métier qui va être amené bien évidemment à évoluer et à attirer, enfin à être de plus en plus attrayant pour les entreprises aussi. Parce que c'est quelque chose qui peut être fait, l'essence du no-code, hein, c'est beaucoup plus rapide, ça peut coûter moins cher. En tout cas, même si c'est pas le produit final, on peut faire des proof of concept et des MVP assez rapidement. Donc, ça peut être aussi très intéressant pour les entreprises avant de se dire, OK, est-ce que je dépense de l'argent pour pouvoir faire quelque chose qui en finalité pourrait ne pas fonctionner? Je pense que ça va être beaucoup sollicité, enfin plus sollicité dans les entreprises. En tout cas, la demande va de plus en plus monter. Mon avis par rapport au freelance, j'ai essayé le freelance. Moi, j'ai pas aimé pour des raisons autres que le no-code. Mais c'est vrai que je trouve que le marché du freelancing en ce moment en no-code est quand même assez. Il y a énormément de freelance. Il y a énormément de demandes aussi, mais c'est quelque chose qui, pour moi, je pense, qui est faisable, mais il faut se faire une place, il faut réussir à avoir une belle proposition, etc., pour pouvoir en vivre un peu plus, on va dire comment, avec plus de stabilité, quoi. Ok. Ça me semble être tout.
Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Merci beaucoup pour vos questions. Merci 1000 fois, Emma, d'être venue parler de ton métier de canto. C'était très, très intéressant. Et je suis ravie d'avoir eu cette conversation avec toi. Merci à toi. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end. Et puis, et voilà. Et on se retrouve bientôt pour un prochain Maestrix. Merci à tous. Mais merci à toi, Julie, de m'avoir invitée. C'était super d'échanger avec vous. Et puis, n'hésitez pas sur LinkedIn si vous avez d'autres questions. Avec plaisir pour vous répondre. Merci. À Bonne journée à bientôt. tous.